bonjour à tous, je suis Joanne Bouchu de l'agence d'urbanisme et je vais animer cette séquence. Du coup, vous dire qu'aujourd'hui, le Web in Agence est dédié à une nouvelle publication visant à valoriser les données de l'enquête mobilité EMC2. C'est un Zoom thématique dédié aux usages et usagers de la voiture qui a été publié en début d'année 2025. Et je vais du coup, dans un premier temps, laisser la parole à mes collègues Isabelle Reynaud et Nicolas Beaune, qui sont chargés d'études mobilité à l'agence, pour vous en donner un premier niveau de lecture. Puis ensuite, nous aurons, comme habituellement, une deuxième partie dédiée à l'accueil de vos questions, aux réactions, pour échanger ensemble. Donc, on se laisse voilà, 10 minutes, un quart d'heure pour la présentation, puis à l'issue de cette présentation, 10 minutes, un quart d'heure aussi pour échanger jusqu'à 14h30 autour de cette publication. Voilà, donc on voit que tout le monde est en train de se connecter et je vous rappelle aussi également que ce webinaire, comme à chaque fois, est enregistré. Ça permet ensuite de proposer un replay sur notre site internet. Je vous laisse du coup la parole, Isabelle et Nicolas. Merci. Bonjour, donc Isabelle Reynaud de l'agence d'urbanisme. Moi, je suis chef de projet sur cette enquête mobilité. Je vais tout d'abord vous faire un bref rappel sur ce que c'est que cette enquête mobilité. Donc, c'est un dispositif qui est mis en œuvre environ tous les 10 ans et la dernière a été réalisée à l'hiver 2019-2020 sur un large périmètre, hein, le territoire du Grand Sud Isère. C'est la carte qu'on voit à l'écran. Et cette enquête a permis d'interroger plus de 12 000 personnes sur leur comportement de déplacement. Elle était portée par un large partenariat dont les logos figurent en bas à droite de l'écran et pilotée par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. À l'issue du recueil de terrain, les partenaires ont souhaité poursuivre leur collaboration au sein de ce qu'on appelle le club EMC2, un dispositif qui est animé par l'agence. Et ce club réalise, entre autres choses, des publications, hein, qui sont affichées à l'écran. Donc, dans un premier temps, les travaux ont consisté à mettre à plat les principaux résultats de l'enquête, qui ont été mis à disposition via 3 documents qui présentent la mobilité des habitants en semaine, le week-end, ainsi que leur opinion sur le système de mobilité. Et après cette mise à plat, nous avons entamé une collection de Zoom thématiques qui sont affichés là, à l'écran. Donc le premier traitait, du lien entre mobilité et climat et ensuite on a, analysé, les usages et usagers des différents modes de transport, donc du vélo, de la marche, des TC et enfin de la voiture, le Zoom qui va être présenté aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous dire que la prochaine publication, traitera du fonctionnement de la mobilité sur le grand territoire du Sud Isère. Je passe maintenant la parole à Nicolas Beaune pour la présentation des résultats. Et donc, pour les résultats, donc sans plus attendre, le 1er constat qu'on a fait, c'est que la voiture reste le premier mode de déplacement et de loin, puisqu'elle représente, plus d'un déplacement sur 2, 53. Premier chiffre clé, 3/4 des kilomètres parcourus et 90 des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité quotidienne en semaine. On est uniquement sur des déplacements de semaine pour tous ces chiffres clés. Malgré le développement du covoiturage, aucune évolution du taux d'occupation des véhicules n'a été observée entre 2010 et 2020. On reste sur 1,36 personnes par véhicule, avec voilà des variations selon le motif et notamment le motif domicile-travail où on a, 1,04 personnes par voiture, ce qui est assez peu. Tout de même une bonne nouvelle, entre 2010 et 2020, le nombre de déplacements quotidiens en voiture a baissé de 16. Il est passé de 2,2 déplacements à 1,8 déplacements entre 2010 et 2020. Cependant, cela ne se traduit pas par une baisse du nombre de kilomètres parcourus. Tout simplement parce que sur les déplacements courts, ce qu'on voit sur le graphique, en bas de l'écran, la part modale de la voiture a baissé. L'usage de la voiture a baissé sur tous les déplacements de moins de 10 kilomètres. Par contre, sur les déplacements de plus de 10 kilomètres, elle a légèrement, cru
et ces déplacements représentent une large part des kilomètres parcourus, hein. C'est 3/4 des kilomètres parcourus en voiture, ce qui explique qu'in fine, on n'a pas de baisse des kilomètres parcourus qui est un indicateur qui nous intéresse, quand on raisonne en termes de gaz à effet de serre et de climat. On a regardé, l'usage de la voiture selon, l'âge des individus et on observe que depuis le début des années 2000, l'âge du permis de conduire a tendance à reculer. Les 18-24 ans étaient 59 à posséder le permis de conduire en 2020 contre 65 en 2010. Cette dynamique, elle est présente à l'échelle de l'ensemble des territoires, mais elle est plus marquée dans le cœur métropolitain et on peut l'expliquer par, une multitude de facteurs culturels et économiques. Le permis, a un coût très élevé, les études s'allongent et le permis est de moins en moins perçu comme un rite de passage à l'âge adulte. Ça, c'est pour les jeunes, voilà, qui ont tendance à reculer leur âge de passage du permis. Cependant, à partir de 30 ans, le taux de possession du permis de conduire, il avoisine les 90 pour l'ensemble des classes d'âge et on remarque que les hommes, possèdent plus le permis de conduire que les femmes, mais que cet, écart, de genre a tendance à disparaître avec le renouvellement générationnel. Et puis si on s'intéresse maintenant à l'usage de la voiture au quotidien par tranche d'âge, on voit que celui-ci diminue entre 2010 et 2020, c'est le propos, liminaire que je tenais tout à l'heure et qu'il est bien qu'il baisse pour les 25-64 ans, il reste assez important pour cette tranche d'âge, on va dire les actifs, avec plus de 2 déplacements par jour en voiture. Et puis la seconde chose qu'on a envie de pointer dans ce graphique, c'est l'écart qu'il y a entre les 18-24 ans et les 25-34 ans. En fait, avec le passage à l'âge adulte, on a une véritable bascule qui se fait des transports en commun vers la voiture, avec notamment l'achat en général de la première voiture. En termes de motorisation, heu, les habitants de la grande région possèdent en moyenne 0,74 voitures par personne, donc ce sont les personnes de plus de 18 ans et ce chiffre, il est stable depuis 2010. Ça représente un parc de 473 000, véhicules, donc c'est les véhicules des ménages, encore une fois, hein, hors, flotte d'entreprise et ce nombre est en augmentation du fait de la croissance démographique. La motorisation, on le voit bien sur la carte, elle, varie selon un gradient, on va dire, centre-périphérie. On voit que les territoires ruraux vont posséder plus de voitures que, Voiron, le cœur métropolitain et Grenoble. On pourrait se dire que, in fine, le taux de motorisation, dépend de la densité puisque qui dit densité dit, déplacement plus court, dit, alternative, modale, plus fréquente et on pourrait s'en arrêter là sur l'explication, mais ce serait oublier tout un pan des analyses, puisqu'on a au-delà du facteur, territorial, un facteur sociodémographique. Puisque, les locataires d'appartements et de logements sociaux sont moins motorisés que les propriétaires de maisons et in fine, on retrouve plus de propriétaires de maisons dans le périurbain. Et de la même façon, les personnes seules, étudiants et familles monoparentales sont moins motorisés que les couples. Et encore une fois, les couples, on va plutôt les retrouver dans la périphérie et les ménages seuls, étudiants, familles monoparentales, plutôt dans les zones denses. Et donc, il y a un jeu, voilà, entre ces facteurs sociodémographiques et ces facteurs territoriaux qui viennent s'alimenter l'un l'autre et qui nous dessinent cette carte des taux de motorisation. Et pour finir, on s'est également intéressé aux flux. Donc la carte est un peu compliquée, mais je vais prendre le temps de la détailler. Donc le découpage territorial qu'on a retenu, c'est donc en gris le cœur métropolitain, donc globalement toute la zone dense et plate de la métropole qui va être desservie par le tramway, hein. On voit, Pont-de-Claix, Fontanilles, JR, Saint-Martin-d'Hères, Grenoble. Ensuite, le reste de la métropole qui est dessiné. De manière plus schématique, le reste de la grande région grenobloise et ensuite, ce qui est en dehors, l'extérieur. Et donc on a regardé les flux de déplacement en voiture entre ces grands territoires et on les a catégorisés en plusieurs types de flux. Premièrement, on a les flux en bleu qui sont les flux internes à la métropole. Ça représente 38 des déplacements, mais j'ai envie de dire seulement 25 des kilomètres parcourus. Ensuite, on a les flux internes au reste de la grande région grenobloise, qui représentent 44 des déplacements et un tiers des kilomètres parcourus. Et puis les flux qui vont le plus nous intéresser, qui sont en noir et en orange, ce sont des flux d'échange. Donc d'échange de l'extérieur vers la grande région grenobloise et d'échange entre le reste de la grande région grenobloise et le cœur métropolitain. Donc ces déplacements ne représentent que 18 du volume de déplacement, mais 43 des kilomètres parcourus. Et pour terminer, ces flux,
de déplacement en voiture vont se concentrer sur des heures de pointe, entre 7 heures et 9 heures et 16 et 18 heures, hein. 40 des déplacements en voiture sont faits sur ces 4 heures-là de la journée, ce qui va générer des phénomènes de congestion. Avec les partenaires du club, on a identifié différents leviers, d'action pour aller vers un usage plus raisonné de la voiture. Ils sont au nombre de 3, c'est des grands leviers. On a l'évolution des comportements, en ciblant sur la communication autour des impacts de la voiture, que ce soit en termes de pollution, d'occupation de l'espace, de coût réel. Le fait de mener des actions auprès de publics ciblés, les actifs notamment, qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre qu'on peut toucher via les plans de déplacement d'entreprise, et les jeunes, qui représentent le futur. Donc il y a un enjeu aussi de les former à l'usage de la marche, du vélo, des transports en commun, de toutes les offres alternatives et de cibler leur passage dans la vie active, dans la vie adulte, puisqu'on voit que c'est à ce moment-là que l'usage de la voiture explose et que l'achat de la première voiture se fait. On a un deuxième levier qui est, l'intermodalité et les usages partagés de la voiture. Donc ça passe par le développement du covoiturage et de l'autopartage sur l'ensemble des territoires, avec des réponses qui vont être différenciées selon les territoires et des infrastructures, pour, booster cette pratique, donc les voies de covoiturage, les parkings relais et on a également besoin de ces parkings relais pour développer l'intermodalité entre les transports en commun et la voiture, notamment depuis les zones périphériques, les zones rurales, vers, les centres urbains et les pôles d'emploi. Et enfin, le dernier levier, c'est de viser un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacement, puisque la voiture, on le sait, est un outil très puissant et bénéficie de nombreux avantages comparatifs sur les autres modes. Donc pour équilibrer un peu le jeu et avoir un usage plus raisonné, on a besoin d'agir sur des leviers tels que le partage de l'espace public dans les centralités, notamment via des plans de circulation, et la gestion du stationnement pour pouvoir favoriser du report modal. Et j'en ai fini. Merci Nicolas. Je reprends du coup la Ton parole micro pour est la... Ah, mon micro est toujours coupé? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord, merci. Donc merci Nicolas, je reprends la parole pour la deuxième partie pour vous laisser effectivement la possibilité de poser vos questions et de réagir. C'était vraiment un premier niveau de lecture qui vient de vous être fait. Comme d'habitude, on vous invite plutôt à noter vos questions dans l'onglet conversation. C'est plus facile pour nous d'en prendre connaissance. Et je vois que donc on a déjà Monsieur Antoine Gem qui a effectivement posé une question, qui nous dit bonjour, sur l'ensemble des déplacements, quelle est la part des déplacements, tous modes confondus, supérieurs à 10 km? Donc je suppose que c'est en lien avec une des diapos qui a été présentée. Si vous voulez peut-être prendre la parole pour nous repréciser cette question. Oui, je voulais juste savoir effectivement, par rapport à tous ces déplacements, donc les déplacements qui sont supérieurs à 10 kilomètres, qu'est-ce que ça représente en nombre de déplacements par rapport à l'ensemble des déplacements? Alors, on est en Alors, train de chercher la réponse et on revient rapidement vers vous. OK, merci. voilà, je voulais aussi en profiter pour rassurer les personnes qui nous ont rejoints un peu plus tardivement dans le webinaire, vous dire que le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet, hein, comme pour l'ensemble de nos webinaires. Et maintenant, je vous invite à effectivement poser vos questions, demander des éclairages supplémentaires par rapport à ce qui vient de vous être présenté. C'est le moment. Joanne, on peut répondre à la question d'Antoine James là, donc la part de déplacement qui fait plus de 10 kilomètres sur l'ensemble des déplacements recensés est de 20 tous modes confondus. Merci. Parfait. Du coup, c'est le moment pour vous de réagir aussi, hein. C'est pas forcément que des questions de compréhension, ça peut être aussi des réactions, des éclairages complémentaires. Vous êtes nombreux à participer de différentes structures ou en lien avec différents territoires aussi, concernés par ces chiffres. Donc, c'est le moment, on est à votre disposition justement pour vous apporter des éclairages.
Ah, je vois que vous proposez de prendre la parole, Monsieur Valta. Du Oui, coup, je bonjour, vous excusez-moi. laisse. Bonjour, d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. J'ai effectivement pas participé aux premières minutes du webinaire. Au vu de ce slide, quels seraient les objectifs à atteindre pour justement limiter la part modale de la voiture? Jusqu'à combien de kilomètres en dehors des transports en commun, bien entendu, vous évaluez la possibilité de faire varier cette part d'utilisation du véhicule, pardon. Super. Alors, c'est une question qui est un petit peu difficile. En Excusez-moi, fait, désolé. c'est un petit peu dépendant du contexte. Donc évidemment, quand on pense à du report modal, sur le transport collectif, bien sûr, il faut une certaine densité de transport collectif. Il faut aussi que ce soit des flux qui soient sur cet itinéraire de transport collectif. Et quand on pense à d'autres modes tels que le vélo, par exemple, dont on sait qu'il a, un potentiel de développement, relativement important, mais aussi dépendant du contexte et notamment du territoire. C'est, un mode qui est plus facile à développer sur les territoires de plaine, mais tels que la Bièvre, hein, mais, aussi, avec des aménagements, de sécurité. Hem Il y a vraiment ces 2 aspects de, à la fois effectivement inciter les gens à changer de comportement, mais aussi, mettre en œuvre les conditions pour que, ils se sentent en sécurité et pour que ça fonctionne, quoi. J'ajouterais Oui, un troisième élément, donc il faut être incitatif, mais c'est pas pour autant que ça va marcher. Il y a aussi un levier, de contrainte à l'utilisation trop simple de la voiture et trop directe, qui peut être intéressant, mais uniquement quand on a des offres alternatives développées. C'est-à-dire que donc voilà, c'est un cocktail, de solutions à apporter, Ouais, c'est une politique en fait, d'ensemble à mener, effectivement à la fois incitative, à la fois, une offre de mobilité alternative et à la fois effectivement, un usage moins facile de la voiture pour, encourager à ce changement modal. ouais, moi je pense que ne pas rendre facile l'utilisation de la voiture, c'est un vœu pieux, dans la mesure où il faut d'abord qu'on puisse réfléchir, à mon sens, sur les infrastructures de sécurisation des modes doux. Actuellement, sur Biarritz, on est dans ce type de réflexion sur une départementale. Quand elle est en site urbain, elle est relativement étroite, ce qui fait que, en tant que responsable, il est à mesurer le fait d'inciter des gens à prendre le vélo parce qu'on est effectivement sur des distances jusqu'à 3 à 5 km, ce qui fait que c'est tout à fait faisable en vélo. Mais par ailleurs, les lancer sur pistes qui ne seraient, j'allais dire, que des marquages au sol, ça me paraît un peu périlleux, ou en tout cas, le sentiment du partage de l'espace routier n'est pas encore acquis. Ce qui fait que la grosse réflexion, c'est quand même l'infrastructure, à mon sens. Absolument, mais c'était bien le sens de ce que Nicolas et moi disions, c'est-à-dire que, on peut mettre en place des mesures, visant à rendre l'usage de la voiture moins facile à partir du moment où on a une offre alternative développée D'accord, et à merci. la fois oui, qui passe notamment par de l'infrastructure. Merci pour ces Merci. réponses. je vois qu'on a Merci. une Je vois question qu'on a de une. Oui, je vois qu'il y a une personne qui avait levé la main, mais qui l'a. Voilà. Peut-être je vous laisse prendre la parole, Madame Bourdelin, et puis ensuite on prendra les questions qui sont dans l'onglet conversation. Ouais, non, c'était juste pour compléter ce que vous avez dit, pour répondre un peu à Roger Valta. C'est vrai que au niveau du vélo, pour avoir été, maintenant ça fait 2 ans que je monte entre autres aux journées vélo et territoire, et on voit vraiment que l'important c'est la qualité et la sécurisation des pistes cyclables. Quand on nous montre ce qui a été fait, on parle souvent des Pays-Bas, mais c'est vrai que depuis les années 70, eux, ils travaillent le sujet, et leur objectif, c'est que ce soit, on puisse circuler à vélo de façon sécurisée, en prenant l'exemple qu'un collégien doit pouvoir aller dessus tout seul,
Voilà, donc c'est vrai que nous, en termes d'infrastructure, et ça pour moi c'est vraiment un travail alors qu'on mène au sein du SMAG, mais qu'il faut qu'on arrive à mener vraiment en liaison étroite avec le département, parce que comme tu le disais Roger, on a beaucoup de nos routes, que ce soit chez toi ou enfin même chez moi côté Grésivaudan, qui sont des routes départementales. Et si on veut arriver à ce que les gens prennent leur vélo de façon régulière, il faut vraiment arriver à une certaine qualité d'infrastructure pour nos réseaux cycles. Et ça, il y a encore effectivement du travail. Voilà. Merci pour cette réaction complémentaire. Je propose du coup de passer aux questions qui sont dans l'onglet conversation. Donc je vois qu'on a une question de Philippine Lavoilotte sur la composition du parc auto thermique versus électrique. Alors, il me semblait que c'était des données qu'on avait abordées lors du précédent webinagence dans le cadre des chiffres clés des déplacements, hein, où il y avait eu des éléments qui avaient été présentés, on a des données dans cette publication qui est sortie aussi en début d'année, qui est plus globale. Je ne sais pas si Nicolas ou Isabelle, vous avez des éléments complémentaires. Oui, alors effectivement, on a des données sur la composition du parc automobile par type de motorisation, par puissance fiscale, ainsi de suite, mais c'est des données qui datent de 2020. Et donc pour répondre à cette question de thermique versus électrique, les données sont un peu datées. On sait que ça évolue assez vite et la part de l'électrique était encore très, très mineure. Il me semble que c'était 1 de mémoire. On pourrait vérifier, mais voilà, encore une fois, c'est des données de 2020. Donc là, en 5 ans, il y a d'autres sources complémentaires, voilà, de données qu'on peut mobiliser, notamment que fournit l'État, sur l'état des ventes et sur l'état du parc. Et il me semble que c'est valorisé dans la publication des chiffres clés des déplacements. Oui. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais oui, il doit y avoir quelque Ah, chose avec des données plus récentes. on avait présenté une slide sur ce sujet au dernier webinaire. Très bien. Une question qui revient assez souvent aussi quand on parle de ces données de l'enquête mobilité. Avez-vous des chiffres sur les différents territoires, Voironnais, Grésivaudan, Sud-Grenoblois? Là, plutôt des territoires périurbains. Oui, tout à fait. On a effectivement des chiffres sur ces territoires. Et là, enfin, je vais vous renvoyer également à des publications de notre site internet. Dans les premiers documents que nous avions diffusés, c'était des zooms territoriaux. Donc, vous retrouverez une fiche par territoire qui donne les principaux indicateurs. Je ne peux pas tous les détailler ici, mais je vous invite à aller les visiter sur notre site internet et ensuite à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises en fait. Je vais vous mettre dans l'onglet conversation l'adresse, l'URL précise où vous allez retrouver ces éléments. Ça peut vous être utile. Ou effectivement, vous aviez présenté des résultats analysés par territoire. C'est ça, Isabelle? Oui, je ne crois pas que ça a été présenté au cours d'un webinaire. Non, je parlais des publis dans lesquels vous présentiez ces résultats. Oui, tout à fait. On les retrouve sur notre site internet. Je vous remets l'adresse. Voilà, un lien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ensuite, on a une question plus spécifique, je pense que vous la voyez, Isabelle et Nicolas. Oui. Arrive-t-on à qualifier la distance quotidienne parcourue en voiture? L'objectif étant d'appréhender la différence entre déplacement et distance quotidienne et de mesurer un éventuel frein au report modal. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on demande à Timothée de préciser? Peut-être que Timothée, oui, si c'est possible. Oui. La question est assez simple, c'est que là, on a une présentation du nombre de déplacements, mais est-ce qu'on arrive à avoir une idée en regroupant par distance totale parcourue dans la journée, une estimation du nombre de déplacements, sachant que ça n'est pas la même chose de parcourir 15 km dans la journée ou 15 fois 1 km? Ce serait des exploitations qu'on pourrait effectivement mener, qui sont un peu complexes à mettre en œuvre et qui se réfèrent à ce qu'on appelle le budget distance des personnes. Donc on pourrait effectivement imaginer ce type d'analyse, mais là on ne les a pas mises en œuvre. Merci.
L'idée, si je comprends bien, étant de recomposer un emploi du temps de la Oui, personne au cours de sa une journée. journée type pour voir dans quelle Oui. mesure, est-ce que les personnes qui font, des déplacements de 10 kilomètres ne font qu'un seul déplacement, enfin 2 déplacements, un Mmh. aller et un retour? Ou est-ce que finalement derrière on a également, de nombreux petits déplacements internes? Mmh. Je comprends, oui. Alors ces analyses en programme, quotidien n'ont pas été menées. On a un OK. projet de le faire, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Très bien, il nous reste encore quelques minutes. En tout cas, il est bientôt 14h30, mais on peut encore prendre une ou deux questions ou réactions. Alors, je me Voilà. permets de compléter ma réponse du coup à Philippine. Effectivement, on a j'ai pas le chiffre, hein, sur les graphiques, c'est écrit tout petit, mais il semblerait qu'on ait 7 de véhicules, hybrides et électriques, en 2024 dans la grande région. Sachant que le hybride représente 5 et l'électrique, plus ou moins 2. Donc ça progresse, mais ça reste encore, en dessous des 10. Merci Nicolas. Monsieur Valta, vous voulez reprendre la parole? Vous avez levé la main. Par contre, votre micro n'est pas activé. Oui, du coup, Monsieur Valta, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou pas. C'est peut-être une mauvaise manipulation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je vous propose de... Ah si, Monsieur Désolé. Valta. Oui? Oui, je parlais, mais mon micro n'était pas ouvert, désolé. Oui, alors très très rapidement, quand je regarde le graphique, ce qui m'étonne, c'est le peu de variation sur les kilomètres inférieurs, enfin les distances inférieures à 1 kilomètre, de 15 à 12%, c'est-à-dire qu'on a gagné 3%, si on peut s'exprimer ainsi, alors que sur les déplacements de 1 à 3 kilomètres, la variation est beaucoup plus conséquente. Est-ce qu'on a une explication? Surtout que sur les déplacements inférieurs à 1 kilomètre, on pourrait presque imaginer que les déplacements se fassent plutôt à pied, quoi. En fait, c'est que ce niveau, sur les déplacements de moins d'1 kilomètre, on a une part modale de la voiture qui est déjà très, très faible et l'hypothèse qu'on a faite, qu'on n'a pas encore vérifiée, c'est que finalement ces 12 résiduels là, ce sont des déplacements d'accompagnement, donc de la dépose, soit d'enfants, soit d'un conjoint, enfin de quelqu'un. Et du coup, ça reste quelque chose d'assez incompressible finalement. Et par Ouais, contre, effectivement, sur les déplacements de 1 à 3 kilomètres, on a vu, un report modal, relativement important. Donc, un gain de mode alternatif sur ces distances-là. ça voudrait dire qu'il peut y avoir des planchers en dessous desquels il sera difficile d'aller plus loin, justement parce qu'il y a des justifications avérées de se déplacer en voiture plutôt que de choisir un autre mode de transport, notamment les accompagnements, effectivement. Oui, bah, en fait, c'est aussi en lien avec, la façon dont est mené le recueil de terrain. Donc, quand on fait un déplacement pour alors je vais prendre l'exemple classique, hein, déposer son enfant à l'école et que derrière, on en donc de moins d'1 kilomètre et qu'on enchaîne sur un déplacement de 30 kilomètres pour se rendre à son travail, en fait, le mode de recueil là, génère 2 déplacements. Donc un qui est inférieur à 1 kilomètre et un qui est supérieur à 30 kilomètres, sauf qu'en réalité, ils s'enchaînent et ces déplacements résiduels en voiture de moins d'1 kilomètre sont notamment liés à ces phénomènes d'accompagnement. Donc c'est vraiment de la dépose de quelqu'un, dans D'accord. le cadre d'un déplacement finalement plus long. Merci pour ce complément d'information. Parfait. Du coup, nous vous remercions pour votre participation et ces échanges. Nous allons clôturer ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera en ligne
d'ici quelques jours sur notre site internet, notamment pour ceux qui sont arrivés en cours de route, et que toutes les publications sont aussi en ligne sur notre site. Je vous ai notamment remis dans l'onglet conversation le lien vers la page résultats, mais il y a aussi une page dédiée à l'ensemble des Zooms thématiques. Et du coup, nous nous retrouverons certainement pour un prochain Webinagence dans l'année 2025 pour le prochain Zoom qui sera consacré au grand territoire. Merci, bonne suite d'après-midi.